Et aujourd'hui, cela fait quoi de succéder à des André Guillabert, oui, qui a occupé ce poste? C'est un ministère, disons, de souveraineté, non? C'est ça, c'est un ministère de souveraineté et pour moi, c'est un honneur d'être garde des Sceaux. Oui, parce que les Sceaux d'ailleurs sont là, il faut que je vous les montre après. Les Sceaux, nous avons au Sénégal le sceau du baobab et le sceau du lion passant. C'est les sceaux, c'est les documents, c'est les cachets secs qui sont utilisés dans certains documents officiels du Sénégal. C'est pour ça qu'on dit garde des Sceaux. Bon, dans d'autres pays, ce n'est pas forcément le ministre de la Justice qui les garde. Hein. Parfois, c'est à la présidence qu'on les garde ou bien le Premier ministre les garde. Mais au Sénégal, depuis l'indépendance, on a fait l'option de les faire garder par le ministre de la Justice. Donc c'est un honneur d'être garde des Sceaux, ministre de la Justice, et de succéder, oui, vous l'avez dit, à des grands hommes comme Doudou Thiam, André Guillabert, Ali Badara Mbengue, mon concitoyen rufisquois. D'ailleurs, à Rufisque, les gens aiment bien m'appeler Ali Badara Mbengue parce qu'il a été garde des Sceaux 2 fois d'ailleurs pendant longtemps. Abdourahmane Diop. Oui, Abdourahmane Diop, Serigne Diop, Seydou Badalissi. Oui, Aminata Touré récemment. Aminata Touré. Cheikh Tidiane Sy. Oui, Jacques Baudin. Oui, et votre ami Maître Sall, Amadou Sall. Oui, Maître Sall. Oui, donc Doudou ça Ndoye. fait du monde. Doudou Ndoye. Doudou Ndoye. Oui, c'est un ministère qui est sensible. Oui, bon, sensible, mais pas forcément plus sensible que les autres ministères. L'essentiel, c'est qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Ce n'est pas le ministère de la Justice qui juge. C'est le ministère de la Justice qui, quand même, fait en sorte que la justice soit bien rendue au Sénégal. Il a comme interlocuteur direct les parquets, les procureurs, procureurs généraux, procureurs de la République. Et il doit faire en sorte que les autres juges, les autres magistrats, juges d'instruction, juges du siège, fassent leur travail dans de bonnes conditions, sans les influencer. Sans les influencer. Et quand on fait de la politique et qu'on est ministre de la Justice, les sollicitations ne manquent pas, oui, pour intervenir pour tel fils ou tel militant. Ça ne fait pas désordre? Non, bon, quand vous êtes ministre de la Justice dans le pays, il y a toujours des sollicitations. Mais parfois, les sollicitations viennent de là où on ne les croit pas. Parfois aussi, c'est les milliers d'affaires, c'est aussi des hommes d'affaires qui sollicitent, voilà, qui veulent que vous intercessiez ou que vous interveniez en leur faveur. Il faut toujours trouver la courtoisie de leur dire que les choses ne se passent pas comme ça. Évidemment, bon, de temps en temps, vous avez aussi des interventions ponctuelles pour quelques petits problèmes. Voilà. Mais il faut toujours savoir là où mettre le curseur. Parce que vous savez, dans la justice, par exemple, pour arrêter quelqu'un, c'est-à-dire qu'un individu peut commettre une infraction qui ne porte pas atteinte à l'ordre public, qui ne cause de préjudice à quelqu'un sans qu'il soit forcément arrêté. Évidemment, c'est pour ça que parfois vous pouvez voir quelqu'un qui fait une infraction, on l'arrête, on le juge immédiatement, et parfois quelqu'un peut faire la même chose sans qu'il soit arrêté et jugé de la même manière que le précédent. Parce que ça dépend parfois du trouble que ça provoque dans la société. Parfois c'est trouble à l'ordre public. Parfois moi je vois des journalistes qui disent des choses, mais très graves, où ils auraient pu être arrêtés. Mais on ne va pas arrêter systématiquement tout le monde, parce que parfois on essaie aussi de voir, est-ce que ça trouble la société, est-ce qu'il y a un trouble à l'ordre public. Voilà, il y a cette intelligence des situations aussi qu'il faut avoir dans le domaine de la justice. Oui, cette pression sociale, mais il y a toujours la politique qui est à côté des dossiers politisés. Et c'est difficile, non, pour un ministre de la Justice de faire la distinction entre une justice qui se prononce et des adversaires politiques qui sont emprisonnés. Bon, en fait, en réalité, il n'y a pas de dossier politisé. Il n'y a pas de dossier politique. Ce qu'il y a, c'est des dossiers dans lesquels des politiques sont impliqués et des dossiers dans lesquels les politiques ne sont pas impliqués. S'il y a un détournement de deniers publics fait par un fonctionnaire qui est à Tamba ou à Rufisque ou je ne sais où, qui ne fait pas de politique, c'est un cas ordinaire. Il y en a tous les jours. Il y a tellement de cas de détournement de deniers publics, des Sénégalais fonctionnaires qui sont condamnés, et personne n'est au courant. En revanche, quand il y a un cas de détournement de deniers publics ou d'escroquerie sur deniers publics, une affaire dans laquelle un politique ou des politiques sont impliqués, évidemment, ça donne une dimension politique. Parce qu'on a tendance, certains ont tendance à dire, oui, bon, on s'est intéressé à lui parce qu'il c'est un politique. Mais on oublie qu'à côté, il y a des dizaines et des dizaines de cas de Sénégalais qui ne sont pas dans la politique, qui sont condamnés pour les mêmes faits, les mêmes causes, les mêmes charges. Voilà. Mais il y a des affaires dans lesquelles des politiques sont impliqués, mais c'est des infractions ordinaires.
Par exemple, ce qui est reproché à Karim Wade, ce qui est reproché à Khalifa Sall, c'est tout à fait ordinaire. C'est quoi? Escroquerie sur deniers publics, c'est association de malfaiteurs, c'est faux en écriture publique, ce n'est pas des infractions politiques. Mais il est vrai que les personnes qui sont concernées font la politique et parfois c'est vrai que ça donne une dimension politique. Ça donne une dimension politique et surtout quand le ministre de la Justice nous dit au Sénégal qu'il n'y a pas besoin de lever l'immunité parlementaire de Khalifa Sall. Sidiki Kaba l'a dit à un moment, Ismaïla Madior Fall succède à Sidiki Kaba, il lève son immunité parlementaire. Ça interroge pas mal de monde. Non, les deux positions sont valables. Mon prédécesseur a dit qu'il n'est pas nécessaire forcément de procéder à la levée de l'immunité parlementaire parce que l'explication qu'il donne, c'est qu'au moment où il avait été arrêté, il n'était pas élu. Donc l'infraction qu'on lui reproche est antérieure à son élection. On peut comprendre. Et ça, la jurisprudence dans beaucoup de pays le montre, que si vous êtes arrêté avant, on n'a pas besoin de lever votre immunité parlementaire. Bon, moi, mon interprétation, c'était que lever l'immunité parlementaire, on ne peut pas nous le reprocher. Ce qu'on peut nous reprocher, c'est de n'avoir pas levé l'immunité parlementaire. Mais si vous levez l'immunité parlementaire, c'est obligatoire, vous l'avez fait, c'est pas obligatoire, vous l'avez fait. Donc voilà, pour moi, c'était une précaution procédurale à prendre, lever l'immunité parlementaire. C'est pour ça que l'option a été faite, finalement, de lever l'immunité parlementaire, sans même, lors même, qu'elle n'était pas forcément nécessaire. Ce n'était pas une manière de corriger une anomalie laissée par votre prédécesseur? Non, ce n'était pas corrigé parce que, oui, parce que, bon, ça c'était juste une déclaration, mais voilà, il ne l'avait pas encore fait. Je veux dire, mais au moment où on l'a fait, on devait le faire, on l'a fait. Donc en fait, il n'y avait rien à corriger. C'était juste une déclaration orale, comme ça. Voilà, mais il n'y avait pas d'acte qui était posé dans ce sens. Mais avant que... parce que lui, Khalifa Sall, dès lors qu'il a été élu, aucun acte de poursuite n'a été posé avant qu'on ne procédât à la levée de son immunité parlementaire. Aucun acte. Les actes ont commencé après la levée de l'immunité parlementaire. Mais entre son élection et la levée de l'immunité parlementaire, il n'y a pas eu d'acte. C'est ça. Oui, une polémique toujours autour de Khalifa Sall. Oui, c'est sa révocation. La révocation qui est la tendance en Afrique de l'Ouest présentement. La révocation de Khalifa Sall a suscité beaucoup de débats. Vous êtes venu nous dire simplement que le président pouvait même procéder à cette révocation dès le départ, dès le début de ce dossier. Donc moi je n'avais pas compris le débat. Parce que je me suis dit, bon, soit ceux qui parlent se sont trompés de bonne foi, soit ils veulent manipuler. Parce que c'est un principe élémentaire, l'indépendance de la sanction disciplinaire et de la sanction pénale. Il y a aucun rapport. Le Code des collectivités locales prévoit, articles 135 et 140, que dès lors que certaines fautes énumérées sont reprochées au maire et qu'il ait été entendu ou appelé à donner des explications écrites, il peut être révoqué. C'est le texte qui le dit. On ne fait même pas allusion à une condamnation. J'ai dit, dès que le rapport de l'IGE a été produit, parce que dans le rapport de l'IGE, Khalifa Sall a donné des explications, mais on pouvait le révoquer. Le président ne l'a pas fait. Quand on l'a inculpé, il pouvait le révoquer, en disant quand même, bon, les faits sont quand même graves. Et puis, il ne faut pas oublier quand même la ville qui va rester sans maire. Ensuite, c'est le Code des collectivités locales qui le permet, qu'on peut révoquer un maire en dehors de toute condamnation. Ça n'a rien à voir, la révocation d'un maire et la condamnation. Mbaye Ndiaye a été révoqué. Il n'a pas été condamné, Mbaye Ndiaye. Senghor a révoqué beaucoup de maires, dont Lamine Diack. Il n'a pas été condamné. Donc la révocation des maires s'inscrit dans ce qu'on appelait autrefois le pouvoir de tutelle. Quand le pouvoir central, qui est chargé d'exercer la tutelle, ben maintenant on ne le dit plus comme ça, maintenant on parle de contrôle simplement. Mais regarde qu'il y a un maire à qui ces faits sont reprochés, même si ce n'est pas avéré. Mais dès lors qu'il a été donné, tu lui a été donné de fournir des explications écrites, on peut révoquer. Donc dès qu'on l'a inculpé, il peut révoquer. Ensuite, dès que le tribunal l'a condamné en première instance, ce n'était pas une conditionnalité. Mais le président aurait pu dire, bon là quand même, voilà, ça commence à devenir sérieux. Il y a eu le rapport de l'IGE, il y a eu une inculpation. Mais politiquement, le contexte
le contexte, les choses vont très vite, à une vitesse même jugée exponentielle, le dossier de Khalifa Sall. Et ces avocats soutiennent toujours que votre régime cherche à condamner l'adversaire politique avant la présidentielle. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui ne veut pas être jugé. D'habitude, quand on a un problème avec la justice, on est pressé. Par exemple, moi, je reçois des lettres, hein, ou bien des plaintes de parents de personnes qui sont en prison, qui se plaignent de la lenteur et qui disent « je veux être jugé parce que je sais que je suis innocent ». Mais ils disent « non, non, n'accélérez pas le jugement, ne me jugez pas ». C'est la première fois que je vois ça. Donc des gens qui se battent pour qu'on ralentisse la procédure. Qu'on ralentisse la procédure, premièrement. Mais deuxièmement, encore une fois, le procès... C'est elle le nouveau maire de Dakar. C'est des faits ordinaires. Tous les gens, tous les jours, on juge des Sénégalais, fonctionnaires ou collaborateurs du service public qui dans des cas de détournement des deniers publics, parfois de façon plus rapide. Parce que là, même, il y a eu beaucoup de liberté dans la procédure. Il y a beaucoup d'avocats à qui il faut permettre de plaider. Les juges l'ont fait. Ils ont laissé le temps. De nombreux renvois. Les gens ont accepté. Parce que si vous ne renvoyez pas, on va dire que vous voulez presser les choses. Si vous avez remarqué, chaque fois ici qu'il y avait un délibéré, dans les affaires ordinaires, le délibéré prend une semaine, 15 jours. Ici, le délibéré, c'était un mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice a pris son temps pour juger de façon transparente, permettre à tous les avocats de dire ce qu'ils veulent dire, mais pour autant on dit non, non, non. Oui, ces conseils juridiques soutiennent que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible simplement de juger définitivement et de condamner définitivement leurs clients d'ici la présidentielle. Bon, moi, je ne suis pas fort pour prédire l'avenir. Parce que je ne sais pas si c'est possible ou non. C'est une procédure, c'est un pourvoi en cassation qui est devant la Cour suprême. La Cour suprême va traiter cette affaire comme elle l'entend. Politiquement, l'objectif, c'est d'empêcher Khalifa Sall de se présenter. On peut pas comme ils le soutiennent? Non, mais si c'était le but du jeu, je veux dire, si le pouvoir avait dit nous allons empêcher Khalifa Sall d'être candidat à l'élection présidentielle. Quand le IGE a produit son rapport, le pouvoir aurait dû l'amener en flagrant délit. C'est une affaire simple. Flagrant délit, vous le condamnez. Rapidement, de façon, et là, il n'aurait pas pu se présenter aux élections législatives. Mais vous avez vu, il était en prison, il a pu se présenter aux élections législatives. Il a été élu. Donc la volonté du pouvoir, ce n'était pas d'empêcher sa candidature. Non. Mais le problème, c'est que dans le pays, il y a beaucoup de Sénégalais, heureusement ils ne sont pas majoritaires, qui considèrent que quand quelqu'un est candidat à l'élection présidentielle, on ne doit pas le juger. Parce que si vous le jugez, vous l'empêchez d'être candidat. Dès lors qu'il déclare sa candidature, on doit le laisser. Ou en tout cas, même si on ne le laisse pas, on doit ralentir la justice et faire en sorte qu'il se présente. Parce qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Bon, pour les autres Sénégalais à qui il est reproché des faits de détournement de deniers, c'est pas grave, pour eux. Vous pouvez les juger à tout moment, c'est pas grave. Mais dès lors que quelqu'un est candidat à l'élection présidentielle, non, il lui faut un régime spécial. Bon, je veux dire, bon, ça pose quand même problème. Bon, je comprends bien voilà, la volonté de ceux qui considèrent que c'est leur champion, c'est leur candidat. Mais on ne peut pas quand même conditionner la justice de notre pays au statut d'un candidat à la présidentielle ou non. Si quelqu'un est candidat à la présidentielle, ce qu'on lui reproche n'est pas fondé. C'est de l'acharnement. Si c'est un citoyen ordinaire, c'est bon. Il y a un problème. C'est pour ça que je pense que bon, il faut quand même revenir aux fondamentaux, quoi. Mais et puis il faut quand même dire que voilà, de plus en plus dans le monde, je dis, si vous voulez être candidat à la présidentielle, il y a certaines fautes qu'il faut éviter. On l'a vu, Lula, qui a été président au Brésil, bien placé dans les sondages, il n'a pas pu être candidat. C'est la justice de son pays qui l'a empêché d'être candidat. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont trouvé un remplaçant. François Fillon, c'est en pleine campagne électorale qu'il a été mis en examen. Pleine campagne. La justice française aurait pu dire non, c'est Fillon, il ne faut pas le mettre en examen, il faut attendre. Parce qu'il a remporté la primaire de la droite. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays, que ce soit en Amérique latine, en Europe, en Afrique.
je vois en RDC, il y a 2 candidats qui ont été condamnés par la justice, leur candidature a été déclarée irrecevable. Et parfois c'est juste un appel. Hein. Oui, et pour l'exemple de Fillon, quand même, il y avait Hollande qui était au pouvoir. C'était une belle occasion de lui barrer la route, non? Bon, je n'ai pas de preuve de ces éléments, je ne peux pas m'avancer sur ce terrain. Mais je sais juste que, en tout cas, la tendance dans le monde, c'est que même si vous êtes candidat à la présidentielle, si on doit vous reprocher quelque chose, on vous le reproche, et s'il doit y avoir un procès, on vous juge. Et voilà, c'est pas qu'au Sénégal. C'est pas qu'au Sénégal, mais au Sénégal, il y en a quand même pas mal de potentiels candidats qui ont maille à partir avec la justice sous Macky Sall. Il y a Khalifa Sall, oui. Il y a également Karim Wade. Son dossier revient dans le débat politique. Son retour au Sénégal, son exil à Doha, sa posture, sa présence ou non sur les listes électorales, ça fait trop de problèmes, non? Bon, il n'est pas sur les listes électorales parce que c'est la loi électorale qui dit lorsque vous êtes condamné à une peine supérieure à 6 mois, vous ne devez pas être sur les listes. Maintenant, certains disent non, ok, on applique ça à tout le monde sauf à Karim Wade. Il a été condamné, mais lui, on doit l'inscrire sur les listes électorales. Ensuite, lui, il a 2 problèmes. Le premier, c'est que quand il arrivera au Sénégal, il faut qu'il passe au Trésor pour payer les 138 milliards. Il n'a pas le choix parce que c'est la procédure. Il doit payer ou alors purger la peine. Aussi simple que ça. Et la deuxième chose, c'est régler l'équation de sa candidature. Le code électoral est clair. Si vous n'êtes pas électeur, vous n'êtes pas éligible. Ce qui est nouveau au Sénégal. Non, ce n'est pas nouveau. Au Sénégal, pour les élections des députés, on ne peut pas, depuis l'indépendance, on ne peut pas être candidat au poste de député si on n'est pas électeur. On ne peut pas être candidat maire si on ne peut pas être, si on n'est pas électeur. Mais au Sénégal, on pouvait être candidat à la présidentielle sans être électeur. Non, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. C'est le texte juste qu'il avait dit, précisé pour les législatives, pour les locales et implicitement pour la présidentielle. Pour la présidentielle, ce n'était pas explicite. C'est pour ça d'ailleurs, qu'est-ce qu'on avait fait? On n'a pas touché aux conditions pour être candidat à la présidentielle, hein, pas du tout. On a juste dit dans le code électoral, pour être éligible à une élection législative, locale, présidentielle, il faut être électeur. Et c'est dans tous les pays du monde. Et pourquoi le Sénégal avait besoin de cette précision? Mais parce qu'il n'y a aucun pays au monde, à ma connaissance, où on peut être éligible sans être électeur. Parce qu'il y a également le cas Karim Wade. Comment ça? Parce que Karim Wade, ne pouvant pas voir son nom figurer sur les listes, voilà une condition pour lui barrer la route également. Oui, bon, moi je pense que d'abord, ça se passe comme ça dans tous les pays du monde. Il n'y a pas de pays, à ma connaissance, où vous pouvez dire je ne suis pas inscrit sur la liste électorale, je ne suis pas électeur, mais je vais être candidat à la présidentielle de la République. Moi, je n'en connais pas. Si quelqu'un en connaît, il peut me le citer. Bon, deuxièmement, en dehors de cet aspect d'être électeur, mais raisonnablement, il est quand même difficile, quand on est condamné aussi à une certaine peine d'emprisonnement, moralement, de pouvoir prétendre à la présidence de la République dans son pays. En tout cas, dans la plupart des pays du monde, si vous êtes condamné à une certaine peine, il vous est difficile de vous présenter à la présidentielle. Tout simplement. Et sinon, voilà, tous les gens qui sont condamnés à 5 ans, 10 ans, viennent tout simplement. Et puis bon, je pense que le casier judiciaire n'aurait plus de sens. Si on dit qu'il faut produire un casier judiciaire vierge, vous produisez un casier judiciaire dans lequel vous êtes condamné à 7 ans. Voilà. Donc bon, moi je pense que voilà, il faut quand même savoir au moins 2 choses. Que 1, il y a des règles qui gouvernent toute démocratie. Il faut les respecter. 2, on ne peut pas faire une dérogation pour certaines personnes. On applique les règles à tout le monde, sauf à ceux qui veulent être candidats à la présidentielle. On doit leur appliquer les règles. Il y a un problème. Donc il faut à Karim Wade au moins 138 milliards pour être candidat, pour vaquer à ses occupations. Ah voilà, pas pour être candidat, parce que ça c'est différent. Voilà. Mais voilà, il faut payer ce qu'il doit au trésor pour payer sa dette. Sinon c'est le code pénal qui dit qu'il doit purger sa peine. C'est la contrainte par corps. C'est pas lui cela. Il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui sont en prison qui n'ont rien fait. Hein. Ils doivent de l'argent à un autre Sénégalais
ils n'ont pas payé, c'est la procédure de la contrainte par corps. Je vous dis, c'est des procédures qui sont banales, ordinaires. Mais ici, en réalité, c'est normal parce qu'elles s'appliquent à des gens qui font la politique. Voilà, on considère que c'est extraordinaire, c'est spécial. Mais c'est des procédures ordinaires qui sont appliquées tous les jours à des Sénégalais, mais qui ne font pas de politique. Et donc, personne n'en parle. Malgré tout, ces partisans soutiennent qu'il reste leur candidat. C'est le droit. Il y aura cette bataille, contrainte par corps pour Karim Wade. Karim Wade au Sénégal. Ça donne quoi pour cette présidentielle, son contexte? Bon, moi je pense que ce qui est clair, c'est que l'État a une responsabilité qui est très claire. C'est d'appliquer, de faire respecter la loi. C'est d'appliquer la loi. Et la loi sera respectée et l'application de la loi sera respectée dans toute sa vigueur. Parce que gouverner aussi, c'est une responsabilité. Si vous avez la responsabilité de gouverner, il faut faire respecter la loi. Et la loi sera respectée. Oui, il y a une présidentielle perturbée. En tout cas, c'est ce que promettent les partisans de Karim Wade, pour citer le PDS, qui disent qu'il n'y aura pas de présidentielle sans leur candidat. C'est un slogan. C'est un slogan. Ils avaient dit voilà, qu'il n'y aurait pas de condamnation de Karim Wade. On a condamné. Il n'y a rien eu. Ils avaient dit qu'il n'y aurait pas de parrainage au Sénégal. On va voir. Il y a eu le parrainage. Aujourd'hui, ils courent même tous pour chercher des parrainages. Il n'y aura pas de présidentielle sans Karim Wade. Il y aura une présidentielle, c'est évident. Pour une raison très simple, l'opposition politique au Sénégal n'a pas les moyens de mettre en œuvre ces déclarations. Pour une simple raison, le peuple sénégalais a une grande capacité de discernement. Et on ne le mobilise pas pour des causes d'arrière-garde. Vous allez manifester pour que quelqu'un qui a été condamné en prison soit candidat. Non, ça, on ne mobilise pas le peuple. En revanche, on peut mobiliser le peuple pour des questions fondamentales de la démocratie. Mais le peuple ne va pas se mobiliser parce qu'il y a quelqu'un qui a fait du détournement de deniers publics, quelqu'un s'est enrichi illicitement, on l'a condamné, et le peuple sort pour dire que quelqu'un a été condamné, donc délinquant au sens pénal du terme, et puis il faut le libérer. Non. Où est-ce que vous avez vu un peuple manifester pour ça? Non, jamais, ça ne peut pas arriver. Donc l'opposition politique n'a pas les moyens de ces déclarations, parce que ces causes sont des causes d'arrière-garde. Ces causes ne sont pas des causes justes. Donc c'est pour ça que jusque-là d'ailleurs, leurs déclarations restent de simples déclarations, qui sont des lettres mortes, qui restent lettres mortes. Lettres mortes. Oui, mais vous savez bien que saboter un scrutin, c'est facile. Hein? Il suffit de brûler 2 ou 3 bureaux de vote par-ci, par-là. Non, vous ne pouvez pas. Il y a 8200 bureaux de vote qui seront très bien gardés. Point. Comment vous faites pour brûler? Si vous voulez brûler, on vous prend, on vous met en prison. Comment? On a 8000 et quelques bureaux de vote. Si vous venez brûler, on vous prend, on vous met en prison. C'est tout. C'est du banditisme. Brûler des bureaux de vote, c'est pas normal. Même là où ça s'est passé sur le territoire sénégalais, c'était pas normal. C'est-à-dire que ils ont quand même le droit de défendre la candidature de leur choix, non? Absolument. C'est un droit inaliénable, imprescriptible qu'ils ont. Mais il appartient au Conseil constitutionnel de décider. Nous tous, moi-même, je donne mon avis. Eux, ils donnent leur avis. Tout le monde donne son avis. Mais après, c'est le Conseil constitutionnel qui va dire voici les critères prévus par la Constitution et la loi au Sénégal. Et au regard de ces critères, vous pouvez être candidat ou vous ne pouvez pas être candidat. Dès lors que le Conseil constitutionnel décide, il appartiendra à l'État de faire en sorte que tout le monde respecte cette décision du Conseil constitutionnel. Et c'est ce qui sera fait. Ils ont pas mal, je ne dirais pas adoubé, mais en tout cas, ils ont assisté Pape Diop dans sa déclaration de candidature. Les partisans de Karim Wade, les dignitaires, disons, du Parti démocratique sénégalais, vous y voyez un plan B pour cette formation politique? Bon, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe au niveau de la mouvance PDS et de la mouvance Wade, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de plan B, mais il y aura un plan C, un plan D et peut-être un plan E. Si l'on regarde aujourd'hui le rythme auquel les candidatures sont en train d'être déclarées. Donc j'ai l'impression qu'ils iront au-delà du plan B et qu'il y aura des plans C et des plans D. Là, je parle que de Pape Diop, hein? Oui, mais bon, je pense que, voilà, c'est un peu... Vous pensez à qui, vous? Je pense que c'est la même famille politique. Bon, j'entends des intentions
des intentions de candidature. Et je crois que si toutes ces intentions de candidature se concrétisent, je pense que le PDS... Non, là vous provoquez, mais Madické Niang s'est prononcé, ça c'est de l'histoire ancienne. Voilà, il n'y en a plus. Hein? Bon, on verra. D'accord, donc pas possible sur le plan juridique de voir la candidature de Karim Wade validée. Non, je donne un simple avis qui engage voilà, le citoyen, le professeur voilà, que je suis. Mais il appartient dans notre pays au Conseil constitutionnel de statuer définitivement sur la candidature d'un Sénégalais. La liste définitive n'est pas arrêtée par le ministre de la Justice ou un citoyen. La liste définitive des candidats est arrêtée par le Conseil constitutionnel. Donc le dernier mot revient au Conseil constitutionnel. Ismaël Madior Fall sur ce plateau de TLV, une courte pause pour de la pub. Vite fait monnaie mooy li leen di yombalal seen dundu ak Vite fait monnaie coono jeex na ndax léegi seen téléphone njëriñam romb na woote jëfandikoo sa application Vite fait monnaie ngir yónnee wala jot xaalis saa su ne foo munti nekk am Vite fait monnaie yomb na lool télécharger l'application bi ci Play Store nga enregistré wu ci saa si di nga jot sa code secret recharger sa compte ci bépp point joni bu ko defee nga daal di tàmbali utiliser sa kalpe Vite fait monnaie fépp ci Sénégal. Ak Vite fait monnaie mën ngaa fay say facture Senelec SDE TNT maa ngi recharger sa compteur Woyofal wala sa carte rapido fi nga toog te doo ci daj benn coono teg si nag ak Vite fait monnaie mën nga recharger sa carte bancaire Visa joni application Vite fait monnaie mën nga ko utiliser foo nekk ci biir Sénégal wala bitim réew téléphone daal bëri na njëriñ Vite fait monnaie mooy li koy dëggal Vite fait monnaie ngir yombal seen dundu. Kalinex gaamu produit bu baax la bu ñu taamu ñun yaay yi ngir toppatoo suñu bébé am na couche ultra absorbante lingette poudre talc am na crème huile eau de toilette ba ci gel shampoing Kalinex mbégte doom ak yaay kese la. Disponible chez Casino. Merci de rester avec nous. Ismaël Madior Fall, est-ce que c'est pas risqué pour le régime de Macky Sall de voir et Karim Wade et Khalifa Sall out de la course à la présidence? Bon, je pense qu'il faut quand même distinguer les deux. Pour l'instant, le premier, il va lui être difficile d'être candidat parce qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Le deuxième, il y a un pourvoi en cassation. Donc, à mon avis, on ne peut pas se prononcer sur sa situation. Mais je veux dire, tous les Sénégalais sont d'égale dignité. Ceux qui remplissent les conditions, ils vont être candidats. Ceux qui ne rempliront pas les conditions, qu'ils s'appellent Wade, Sall, Ndiaye ou Fall, et que le Conseil constitutionnel considère qu'ils ne remplissent pas les conditions, ils ne seront pas candidats. Je veux dire, il n'y a pas une dérogation à aménager pour une éventuelle violation de la loi. C'est la loi dite par le Conseil constitutionnel qui sera respectée dans le pays. Il n'y a aucun risque. Les Sénégalais sont mûrs, conscients de ça, c'est évident. Nous allons parler prochainement de votre dernier ouvrage, les élections présidentielles au Sénégal de 63 à 2012. Et là, vous nous faites part d'anecdotes entre le président Senghor et Wade. Et moi-même, j'ai suivi le président Abdou Diouf parler de ses relations avec l'opposant Wade, qui venait par moments nuitamment au Palais de la République, discuter avec le président Abdou Diouf, et ils convenaient tous deux que la tension était vive au Sénégal et que Wade acceptait de ne pas en tout cas mettre de l'huile sur le feu, de ne plus inciter ses militants à manifester et de prendre même des vacances. Et Abdou Diouf l'accompagnait même financièrement. L'opposant Wade allait tranquillement prendre ses vacances pour revenir 2 mois, 6 mois après. Pourquoi Macky Sall n'a pas ce type de relation avec ses opposants? Bon, je n'ai pas les informations que vous donnez sur Diouf, évidemment, mais ce que je sais, c'est qu'au Sénégal, tout de même, et c'est l'une des caractéristiques d'ailleurs du système politique sénégalais, c'est que les acteurs se parlent. Soit ils se parlent
officiellement. C'est le cas lorsqu'il y a des concertations sur le code électoral, commission de revue du code électoral, dialogue auquel appelle le président et que l'opposition répond en partie ou en totalité. Bon, on a plusieurs cas, Senghor l'a fait, Diouf l'avait fait, les appels au dialogue. Wade l'a fait, Macky Sall l'a fait récemment. Certains sont venus. Macky Sall, il dit que le dialogue c'est fini. Oui, non, mais justement, donc que les gens se parlent d'abord officiellement, de façon visible, ouverte, ou alors les gens, même s'ils ne se parlent pas de façon ouverte, ils se parlent tout de même. Voilà, parce que bon, on sait aussi qu'on est tous sénégalais, on partage le pays, les gens trouvent aussi des canaux pour se parler, pour dialoguer. Parfois c'est officiel, parfois c'est officieux, mais les gens dialoguent. Ça, quand même, c'est une particularité au Sénégal. Les gens se parlent au moins, même s'ils ne dialoguent pas. En tout cas, les gens se parlent. Il n'y a pas de rupture radicale, contrairement à ce que les gens croient. Bon, ensuite, le président, voilà, il dit, bon, évidemment, il y a un temps pour tout. Il dit il y a le temps de la concertation, il y a le temps de la discussion, il y a le temps des conciliabules, mais après, il y a quand même le temps pour passer à l'action. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous savez, la particularité du régime démocratique, c'est que c'est un calendrier. C'est des délais. Par exemple, on vous dit il faut avoir un code électoral. Mais vous ne pouvez pas l'avoir, vous ne devez pas le changer à 6 mois avant les élections. Bon, si vous dites au dialogue, certains disent non, nous sommes d'accord, d'autres disent nous ne sommes pas d'accord, vous perdez du temps. Après, vous êtes dans les 6 mois, vous ne pouvez plus le faire. Donc voilà, donc il y a un temps pour tout. Il y a un temps où il faut accorder du temps au dialogue, il faut discuter. Ceux qui veulent venir viendront. Parce que quand vous appelez à un dialogue, il y en a qui viennent parce qu'ils veulent venir, il y a d'autres qui ne viennent pas parce qu'ils ont d'autres raisons. Ils ont des raisons qui font qu'ils ne veulent pas venir. Voilà, parce qu'ils sont sur leur agenda, ou bien parfois dans leur stratégie, c'est pas bien de dialoguer. Ils ont l'impression que c'est le dialogue, ils vont légitimer, etc., etc. Bon, mais il y a un temps pour le dialogue et un temps pour l'action. Parce que sinon, vous risquez de compromettre l'action. Mais il n'y a pas lieu de décrisper la situation avant la présidentielle? Parce que nous y sommes, c'est dans moins de 6 mois. Bon, évidemment, d'abord, il ne faut pas exagérer la crispation. Il y a une tension qui est artificielle. Artificielle? Mais c'est quoi la tension? Donnez-moi les indicateurs de la tension. Quand le PDS dit qu'il n'y aura pas de présidentielle sans mon candidat. C'est une bravade. C'est pas une tension. Non, c'est pas une tension artificielle. Mais la preuve, voilà, vous dites qu'il n'y aura pas, etc. Mais la tension, c'est quoi? Dans le pays, la tension, il y a des indicateurs de tension. Mais il n'y a pas de tension. Parce que vous savez, en réalité, il y a une seule entité qui peut déclencher une tension dans un pays. Une seule entité. Il n'y en a pas deux. C'est le peuple. Si le peuple est en tension, c'est que la tension est sérieuse. Mais si le peuple écoute les discours et considère qu'il y a des discours qui sont farfelus, fantaisistes et ne relèvent pas de la rationalité politique, ben, le peuple, vous ne le mobilisez pas. Mais la majorité également doit respecter l'opposition. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Pour la bonne santé de la démocratie. Vous prêchez un convaincu. Moi, je suis un professeur de sciences politiques. Je suis d'accord sur ça. Voilà, moi, quand on dit que le titulaire du pouvoir, l'actuel titulaire Macky Sall, il manque d'élégance en matière de démocratie. Pourquoi? Parce que les gens aiment bien parfois faire des déclarations. En quoi il manque d'élégance? Oui. Un exemple au moins. C'est l'exemple. Oui, oui, le fait de dire que okay, le temps du dialogue c'est fini, on va y aller. Mais parce que lui il est dans l'action. Les autres ne sont pas dans l'action. C'est-à-dire après, on ne va pas demander aux gens du PDS ou bien aux gens de je ne sais quel parti pourquoi au moment où on devait organiser les élections, vous n'avez pas réuni les conditions pour que l'élection se tienne et qu'aujourd'hui le mandat est terminé, le mandat du président est terminé et il n'y a pas d'élection. On ne lui posera pas la question. C'est à lui qu'on posera la question. Monsieur le Président, on vous a confié la responsabilité de gouverner le pays pendant 7 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas organiser les élections. C'est vous qui êtes responsable. Donc, quand vous gouvernez et quand vous êtes dans l'opposition, ce n'est pas la même chose. Lui, il est obligé de dialoguer, de discuter, mais il est obligé de décider, de prendre des décisions. Alors que les autres, non. Les autres, ils ne sont pas dans la décision. Et en dehors des cérémonies, oui, des funérailles et autres, ils discutent avec la classe politique, Macky Sall. Mais bien sûr, il discute avec ceux qui veulent discuter avec lui. Récemment. Ceux qui veulent discuter avec lui. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui disent nous ne discuterons pas avec lui. Il dit ok, ben, parce qu'il faut aussi être deux pour dialoguer, évidemment, pour discuter. Ouais, mais encore une fois, voilà, si vous le dites, multipliez les exemples pour dire que le président n'est pas élégant, les gens vont avoir des problèmes. Un président qui peut révoquer le maire de la capitale depuis 1 an, qui ne le fait pas. Il peut.
Depuis 1 an, il peut révoquer le maire de la capitale. Un président qui accepte la critique. J'entends même voilà, le médiateur de la République, les gens critiquent, il l'accepte. Mais c'est que c'est un président toléré. C'est un président tolérant. C'est un président qui a un usage modéré. Tolérant qui dit oui, un point, un trait. On fait comme ça, un point, un trait. C'est la première fois que j'entends un chef de l'État utiliser cette phrase. Le général de Gaulle disait discuter revient à un groupe, décider revient à un homme. C'est pas la même chose. Mais si tout le monde veut décider en même temps. C'est normal. Il faudra quelqu'un pour systématiser. C'est normal. Mais dire qu'un point, un trait, en tant que chef d'État. Non, ça dépend des moments. Si par exemple, on a assez discuté, on s'est assez concerté, mais un moment, si vous ne mettez pas le point, vous ne déciderez pas. Et gouverner, c'est décider. Gouverner, c'est décider. Et encore une fois, c'est à un seul qu'on demandera des comptes sur ces décisions. Lui, devant l'histoire et devant le peuple sénégalais. Qu'aviez-vous fait? Avez-vous assumé vos responsabilités et vos charges? Les autres, on ne leur demandera pas de compte. C'est l'élu du peuple à qui on demandera des comptes. Donc il faut savoir discuter, à un moment décider. Et c'est ça que le président fait. Ok. Il y a le cas Barthélémy Diaz qui revient. Beaucoup n'ont pas compris. Donc il purge une peine de 6 mois. Il interjette appel. C'est au bout des 6 mois quasiment qu'on revoit son appel. Pourquoi? C'est le temps de la justice. Là aussi, on va dire empressement. Peut-être que s'il y avait empressement, les juges se seraient débrouillés pour, avant l'expiration de la peine, le juger encore et le mettre 2 ans. C'est possible, c'est toujours possible. Hein? Non, c'est pas possible parce qu'il sort le 30. S'il sort le 30, il est reconvoqué, je pense, le 7. Il va comparer libre. Ouais. Il comparait libre. Oui. Mais je veux dire, Mais c'est possible qu'il y retourne. Ah ben ça, c'est les juges qui savent. Je ne sais pas moi. Mais je veux dire, si c'était vraiment de l'acharnement, il faut le faire avant pour qu'il ne sorte pas. Si c'est de l'acharnement. Voilà. Mais bon, vous savez, les gens, voilà, ils donnent leurs opinions comme ça, subjectives. La justice n'est pas indépendante, il y a de l'empressement, etc. Mais quand ça les arrange, ils ne disent pas ça. Hein. C'est-à-dire quand, par exemple, l'État perd, on ne dit pas que la justice est indépendante. Et tous les jours, l'État est condamné. Oui. Ceux qui disent que la justice n'est pas indépendante, ils n'ont qu'à aller demander aux hommes d'affaires qui vont devant le tribunal commercial, devant les juridictions commerciales, si la justice n'est pas indépendante. Ils n'ont qu'à aller demander aux femmes sénégalaises et aux hommes qui divorcent, dans le cadre du divorce, le juge a-t-il été indépendant ou non. Ils n'ont qu'à aller demander aux travailleurs qui vont devant le tribunal du travail, si le juge a été indépendant ou non. Mais il peut 2 cas. Mais cela parmi ceux qui... Pour dire la justice 2 cas, oui, 2 cas, mais il y en a dans quand même des politiques sont impliqués. Oui, il y a des voix autorisées quand même qui s'insurgent contre la marche de cette justice. Il y a le juge Dème avec sa démission qui reste dans les mémoires. Il y a Télico également. Non, attendez. Vous savez combien de magistrats ont démissionné dans l'histoire du Sénégal? Mais c'est des dizaines et des dizaines. Dizaines et des dizaines de magistrats qui ont démissionné pour aller être avocat. Il y en a qui ont démissionné pour aller être expert. Il y en a qui ont démissionné pour aller dans les organisations internationales. Il y en a qui ont démissionné pour aller je ne sais où. Il y en a qui ont démissionné pour aller dans les universités. Mais la démission d'un magistrat... C'est un épiphénomène. Mais épiphénomène. Mais il est le énième cas. Et les interpellations de Télico et de son groupe? Non. De Souleymane Télico? Non, Télico, il donne son avis. C'est un simple avis qui n'engage pas l'ensemble de la magistrature. Il donne son avis, il donne ses appréciations. Ce sont des contestations? Non, ce n'est pas des contestations. Il donne son avis sur le fonctionnement de la justice au Sénégal. Il en a le droit en tant que président de l'UMS. Mais encore une fois, ce qu'il dit n'exprime pas les vrais problèmes auxquels sont confrontés les magistrats au Sénégal. Le problème de la justice sénégalaise, ce n'est pas un problème d'indépendance, c'est un problème de modernisation. C'est comment faire pour que les juges soient dans de bonnes conditions. Que les citoyens puissent accéder à un service de justice de qualité, puissent avoir droit à des avocats lorsqu'ils en ont les moyens, et lorsqu'ils n'en ont pas les moyens, l'État leur donne d'avocats. Comment faire pour que les décisions soient rendues dans la célérité
dans la rapidité. Il n'y a qu'au Sénégal où je vois où on dit on est en train de brusquer les choses, on va ralentir. Au contraire, il faut se battre pour que la justice soit rendue de façon diligente, dans la célérité. Au nom du peuple. Oui. Ensuite, que les citoyens puissent accéder à la justice et qu'on dématérialise les procédures. Aujourd'hui, si on a besoin d'un casier judiciaire, on ne doit plus se déplacer pour faire des kilomètres avoir le casier judiciaire. On doit pouvoir cliquer, payer un petit montant, avoir son casier judiciaire. L'enjeu de la justice sénégalaise, ce n'est pas un enjeu d'indépendance. Ici, la justice indépendante, les juges qui veulent être indépendants le sont. L'enjeu, c'est la modernisation de la justice. Donc, quand on dit que le candidat déclaré Ousmane Sonko, des représentants de la justice ont débarqué chez sa mère pour faire des investigations, pour vous également, c'est un épiphénomène? Non, ce n'est pas des représentants de la justice. Ce que j'ai compris, c'est que c'est des gendarmes. Bon, c'est vrai que les gendarmes sont des officiers de police judiciaire qui ont débarqué. Bon, moi, je n'ai pas d'ailleurs des éléments avérés qui me montrent qu'effectivement des gendarmes y sont allés. Je ne sais pas, je n'ai pas les informations. Ensuite, si c'est le cas, je ne sais pas s'il l'a fait à titre individuel. Parce que, bon, voilà, les services, vous ne maîtrisez pas tout le monde. Hein. C'est pour ça que souvent, dans le fonctionnement de l'administration en général et de la justice en particulier, on distingue les fautes personnelles et les fautes de service. Si l'ordre a été donné par un supérieur et que ça a été exécuté, c'est une faute de service. Si c'est le fait d'un agent qui le fait par zèle ou je ne sais quoi, c'est une faute personnelle. Je n'ai pas tous les éléments pour apprécier ça. Et au-delà de Ousmane Sonko qui est politique, les citoyens sénégalais se sentent de plus en plus surveillés, scrutés, ne serait-ce que de par leur téléphone. Est-ce qu'il y a cette surveillance sur les citoyens par rapport à la téléphonie présentement? Bon, je ne dispose pas d'éléments pour répondre de façon précise à cette question. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, les pays les plus démocratiques et les plus sûrs sont des pays surveillés. Si vous allez Mais de là à écouter les appels téléphoniques des Bon, moi je ne sais pas si concitoyens. Je n'ai aucun élément qui me permet de dire, de confirmer ou d'infirmer qu'on appelle. Bon, je n'ai pas d'élément. Et je ne suis même pas convaincu, moi, que ce soit une réalité, ça. Voilà. Mais la surveillance quand même du territoire, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme menaces terroristes, menaces djihadistes, je pense que les citoyens doivent comprendre que de plus en plus, il y a une partie de leur liberté qui va être concédée au profit de leur sécurité collective. Ça ne donne pas évidemment le droit à l'État de s'immiscer dans des conversations privées ou non, non, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Mais il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, les impératifs de sécurité vont de plus en plus empiéter sur les libertés individuelles. C'est le cas dans beaucoup de pays très très développés, où il y a des caméras partout dans la ville, il y a des caméras, etc. Parce qu'on surveille, parce qu'à tout moment on peut poser une bombe, un djihadiste peut sortir, tirer sur les gens. Aujourd'hui, pour entrer dans un hôtel, c'est pas facile. Il faut montrer patte blanche. Aujourd'hui, même pour entrer chez vous, je suis venu chez vous voir pour une émission. Voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il y a aujourd'hui des défis sécuritaires qui font que, bon, voilà, l'État va être de plus en plus regardant sur la sécurité et autres, mais de là à en conclure voilà, que les gens sont espionnés, etc. À quelle fin? Bon. Et puis vous savez, l'écoute, c'est pas facile. Hein? Vous écoutez une conversation entre Ismaël Madior Fall et Pape Cheikh Sylla pendant une heure de temps. Parfois, après avoir écouté, ils n'ont rien dit d'intéressant. Vous avez perdu du temps. Après, il faut déchiffrer ce qui a été dit. Non, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Et l'enjeu, c'est la présidentielle. Le contexte, là, avec le Conseil constitutionnel, vous avez trouvé les moyens de proroger le mandat, en tout cas de maintenir les sages à leur poste pour gérer cette présidentielle. Tout ceci amène la société civile, les adversaires politiques à encore s'interroger. Non, on a prorogé aucun mandat, on n'a maintenu personne. Oui, personne n'a été maintenu. Vous savez, ce qui se passe, c'est que quand on doit nommer des membres au Conseil constitutionnel, quand on doit nommer des membres à la Sénat, le président ne se réveille pas, il le fait. Il procède à des consultations. Il procède à des consultations. Et c'est ces consultations qui prennent du temps. Parce qu'on ne peut pas nommer là-bas
n'importe quel Sénégalais. Il faut savoir le parcours qu'il a fait, il faut que ce soit quelqu'un voilà, qui ait le sens des responsabilités, qui a exercé des fonctions éminentes dans le pays, etc. C'est ça. Mais personne, on a prolongé le mandat de personne. Et les renouvellements qui doivent avoir lieu auront lieu. On a maintenu personne. Et ceux qui doivent aller à la retraite, ils iront à la retraite. Mais bien sûr. Mais ceux qui doivent aller à la retraite, parce que souvent les gens disent oui, il doit aller à la retraite alors qu'il ne doit pas aller à la retraite. Je donne l'exemple de DG. On dit tel DG doit aller à la retraite. Il n'y a pas de retraite pour les DG. Il n'y en a pas. Mais bon, mais comme ici il y a beaucoup de confusion. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est qu'au Sénégal, à la veille des élections, on exagère tout. On exagère tout, on exagère les traits, voilà, on amplifie les choses en leur donnant de l'importance qu'elles n'ont pas. Il y a une tension artificielle, les gens sont dans les menaces, dans les chantages. Bon, vous voyez quoi, même les travailleurs ont tendance à plus se revendiquer à quelques mois des élections qu'en période normale. Parce que les gens se disent, bon, en période électorale, il faut mettre la pression sur le pouvoir, parce que le pouvoir est plus sensible, etc. Bon, donc voilà, on exagère un tout petit peu. Et puis bon, on va se rendre compte qu'au lendemain de l'élection, la tension était artificielle et que la tension va baisser. Bon, on va s'embrasser encore et c'est fini. Et à quelques mois de 2024 encore, bon, ça va reprendre encore la tension. Et puis après, on oublie. Vous savez, à la veille de chaque élection au Sénégal, ce qu'on dit, le pays va basculer. Actuellement, il y a la tension. On a peur pour le Sénégal. Et puis bon, les gens bandent les muscles, font des déclarations. Après, on se rend compte que le pays n'a pas basculé. Ce qu'on avait dit bon. Vous n'êtes pas trop optimiste là? Non, je ne suis pas optimiste, c'est que j'ai étudié l'histoire du Sénégal. Ok. Et on l'a vu ensemble, vous et moi. D'accord. Regardez le contexte. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, c'est la même structure. Chaque élection, je commence par le contexte. Et vous avez raison tout à l'heure de l'évoquer, il y a des constantes dans chaque contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est qu'on conteste les règles du jeu. Le contexte, c'est quoi? C'est qu'on exagère, on amplifie les choses, etc. Le contexte, c'est quoi? C'est que certains plutôt font croire que ça va être le chaos. Mais on a vu que ça n'a jamais été. Et au lendemain, on s'embrasse. On s'embrasse et on est content. Et on dit balmach, et puis voilà, c'est tout. Oui, cette fois-ci, vous avez le ndigal déjà de Tivaouane. C'est bien parti pour les familles religieuses? Non, moi je considère que les familles religieuses, ou ceux qui sont à la tête de ces familles religieuses, les califes, tous ceux qui sont avec les califes, ont aussi le droit de donner leur opinion politique. Ils ne sont pas totalement en dehors de la société, ils ne comprennent pas les enjeux. Ils peuvent avoir trois attitudes. La première attitude, c'est l'attitude consistant à dire neutralité. J'ai une préférence, parce que personne n'est neutre au Sénégal. Personne n'est neutre. Chacun a une préférence. Chacun. Qu'il l'exprime ou qu'il ne l'exprime pas. Donc ils peuvent dire, moi j'ai ma préférence dans mon cœur, je ne l'exprime pas. Première possibilité, je la respecte. Deuxième possibilité, c'est de dire, bon, le pouvoir est regardant envers les besoins de nos concitoyens, on soutient le pouvoir. Ce que Tivaouane a fait. Le porte-parole, qu'est-ce qu'il a dit? Quelque chose de très simple. Il a dit ce que le président Macky Sall a fait ici, depuis l'indépendance, aucun président ne l'a fait. Mais c'est une raison. C'est comme si je dis, bon, ce que le président a fait pour ma ville, Rufisque, personne ne l'a fait, donc je le soutiens. Mais évidemment, quand quelqu'un quand même est regardant et fait attention à vos besoins et les satisfait, vous avez quand même le droit de le dire et de le soutenir. Troisième attitude possible, c'est de dire je suis contre. Et je vais manifester que je suis contre. Moi, je pense que les trois attitudes, il faut les respecter. Il ne faut pas dire non, il n'avait pas le droit d'être neutre, on devait savoir son avis. On ne peut pas dire non, il n'a pas le droit d'être contre, ou bien non, il n'a pas le droit d'exprimer une préférence. Non, moi je pense qu'il faut être tolérant. Ok, et votre base à Rufisque, vous avez maintenant une réelle base politique? Ben, j'essaie d'avoir une base. Bon, en étant très pragmatique, évidemment, moi je suis dans la... Rufisque est une ville très politique, une histoire chargée. Quand on parle de politique au Sénégal, c'est pas facile d'exister à Rufisque. Bon, c'est 150 ans de politique, mais Rufisque, la politique, c'est d'abord la politique municipale, parce que c'est les 4 communes. C'était Gorée, Saint-Louis, Rufisque avant Dakar. Donc c'est une vieille ville politique, la politique municipale. À Rufisque, l'enjeu là-bas, c'est d'abord les municipales. Parce qu'il y a un pouvoir municipal à prendre qui va bientôt avoir plus de 150 ans. Ensuite, Rufisque est une grande ville. Donc, il y a une démographie importante. Rufisque, c'est quoi? C'est presque 300 000 habitants. Et c'est plus de 100 000 électeurs.
Rien que moi, ma commune de Rufisque-Est, c'est 41 000 électeurs. Le nord, c'est 35 000. L'ouest, c'est 30 000. Donc on est à plus de 100 000 électeurs dans la ville de Rufisque. Et puis Rufisque, c'est aussi quoi? Rufisque, c'est aussi un budget substantiel. Rufisque, son budget fait dans les 7 milliards. Ce n'est pas les budgets des villes qui ont 300 millions, hein, 500 millions. Ici, c'est 7 milliards, 8 milliards de budget. Et encore, il y a même des potentialités fiscales. Et Rufisque peut avoir un budget de 10 milliards. Donc Rufisque est une grande ville. Il y en a même qui parlent de 9 milliards présentement. Oui, exact. C'est pour ça que c'est mais politique. oui, Rufisque, vous avez là-bas Daouda Niang qui est l'actuel maire, qui est du Parti démocratique sénégalais. Maire de la ville, oui. Oui, maire de la ville. Et vous avez des représentants d'autres formations politiques de l'opposition comme Abdourahmane Diouf. Ce ne sera pas une mince affaire hein, pour Oui, vous. bien sûr. Non, il va y avoir du protagonisme politique. Mais les luttes politiques à Rufisque ont toujours été des luttes voilà, intéressantes, vigoureuses. Mais à Rufisque, il y a une donne. C'est que tous les maires sont avec le président Macky Sall, sauf le maire de la ville. Tous les maires. Tous les maires, sauf le maire de la Sauf ville. Daouda Niang. Sauf Daouda Niang. Le maire de Rufisque-Est, Albert Ndoye, est avec le président de la République. Le maire du Nord, Mané et Mamaya Sen, avec leur parti ARC, ils sont avec le président de la République. Le maire PDS, qui est le maire de l'Ouest, Alioune Mar, il a rejoint le président de la République. Donc tous les maires qui tiennent des communes sont avec le président de la République. Ismaël Madior Fall et Macky Sall sont majoritaires à Rufisque. Oui, actuellement, majoritaire. C'est pour ça d'ailleurs que je dis à Rufisque, je le dis, c'est très simple. Si nous réussissons une formule unitaire à aller ensemble, en taisant les dissensions, les contradictions, les querelles secondaires, et qu'on fasse focus ensemble sur la présidentielle, le président est majoritaire. Même si vous avez Daouda Niang en face avec l'appareil PDS. Oui, mais le maire de la ville... Il est le maire de la ville, hein? C'est pas n'importe quoi. Oui, je suis d'accord avec vous, mais le maire de la ville n'a pas de collectivité locale. Parce que la ville, vous savez, la ville, c'est une synthèse de collectivité locale. À la limite, la ville n'a pas de territoire. C'est comme le département qui n'a pas de territoire. Mais les maires... Mais ils coiffent tout. Voilà, ils coiffent tout. Voilà, ils coiffent tout. Mais fondamentalement, les communes sont tenues par des gens qui soutiennent le président. Et aujourd'hui, tous les gens qui étaient avec... Parce que le maire de l'Ouest, par exemple, c'était un maire qui comptait, hein, Alioune Falmar, qui est PDS. Mais aujourd'hui, il est venu travailler avec le président. Pourquoi? Parce qu'il a dit au président, je me soutiens pour une raison très simple. Ce que vous êtes en train de faire pour Rufisque. Qu'est-ce qu'il fait pour Rufisque? Rufisque, au moins deux choses. La première, c'est que le département de Rufisque, c'est là où il y a le pôle de Diamniadio, la future ville du Sénégal, qui va révolutionner l'urbanisme au Sénégal. C'est à Rufisque. Aujourd'hui, beaucoup de gens à Rufisque se réveillent, prennent le bus et ne viennent plus à Dakar. Ils vont à Diamniadio travailler. Pour faire quoi à Diamniadio? Travailler. Il y a des chantiers à Diamniadio. Beaucoup de chantiers. Okay, les maçons, oui. Voilà. Aujourd'hui, non, ce n'est pas que les maçons. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de Sénégalais qui viennent des autres régions, qui ont loué des chambres dans les maisons. En milieu, vous voyez maintenant beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs et ils travaillent à Diamniadio. Diamniadio, il n'y a pas de logement pour l'instant. Ils logent à Rufisque. Il faut travailler à Diamniadio. Justement, c'est ce que dit... Ensuite, il y a un programme d'assainissement de Rufisque. Assainissement. De 6,5 milliards qui a été lancé il y a 15 En tout cas, la ville de Rufisque a un programme qui s'appelle PDUD, Programme de développement urbain de Rufisque, un programme sur 35 ans qui a même précédé le PSE. Bon voilà, donc un programme sur 90 milliards avec l'équipe de Daouda Niang. Eux, ils disent que Diamniadio, c'est bien, mais Diamniadio a étouffé Rufisque et Diamniadio a isolé Rufisque. Bon, Diamniadio déjà, il ne peut pas le dire. Diamniadio déjà, c'est en cours. Ils sont en train de parler comme si Diamniadio avait été terminé. Diamniadio est dans Mais avec l'autoroute à péage déjà, Rufisque, les gens qui passaient par Rufisque contournent maintenant Rufisque sans faire d'escale à Rufisque. Ils désencombrent Rufisque. Ils désencombrent lui et le commerce ne s'en porte pas mieux quand même. Si, le commerce s'en porte mieux pour une raison très simple. C'est que les gens, ils travaillent à Diamniadio, mais ils habitent à Rufisque. Ils habitent à Rufisque. Ils habitent à Rufisque, premièrement. Deuxièmement, la plupart des services qui sont en train d'être disponibles au niveau de Diamniadio, c'est des Rufisquois qui le font. Ah bon? Oui, bien sûr.
Donc le reproche selon lequel voilà, Diamniadio est une ville qui n'a pas d'âme, qui n'a pas d'habitants. Il fallait lier Diamniadio à Rufisque carrément. Pourquoi? Parce que eux, ils disent qu'il y a l'autoroute à péage qui scinde les deux localités. Non, Diamniadio déjà, pour l'instant, c'est un projet qui est en cours. Ok, qui sera rattaché à Rufisque. Mais qui va se rattacher, pas qui va être rattaché, mais qui va se rattacher à Rufisque. Nous aimons bien l'interviewer, donc nous allons faire ce débat autour de ce livre. Merci encore une fois, Monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Il est presque 14 h du côté de Tenguech.